Ça, c'est mon expérimentation de pelure d'oignon jaune. Ah ouais? Ouais. Je prends le poids de la laine pour être capable d'avoir suffisamment de matière tinctoriale. Puis j'ai mangé des oignons beaucoup pendant 1 an. Culture Trad Québec, le balado du Conseil québécois du patrimoine vivant. Faites connaissance avec des porteurs de tradition, découvrez leur motivation, leur détermination, leur talent. Tandis que la mondialisation des marchés rythme la production textile et que les fibres synthétiques sont omniprésentes dans notre quotidien, des artisans s'appliquent à la création textile, usant de matières premières locales et de savoir-faire anciens. Ça, c'est la fibre qui était teinte et j'ai mélangé un pourcentage de couleurs lors du cardage. Donc, j'ai fait la teinture de ma toison. Oui. J'ai cardé, j'ai filé mon fil et après ça, j'ai sorti mon tweed au tricot. Il faut avoir confiance, hein? Il faut avoir confiance. L'art travaille la confiance chez les gens. Dans ce 3e épisode, Hélène Blouin, flécheuse, reconnue en 2020 par le Programme national des maîtres de tradition vivante, s'entretient avec Marcelo Martin, fileur et passionné de fibres naturelles. Ils se rencontrent au Vieux Palais de justice de l'Assomption, un lieu patrimonial à haute teneur symbolique pour les flécheurs, puisque dans la grande salle du rez-de-chaussée, l'Association des artisans de ceintures fléchées de Lanaudière avait pris une photo de groupe dans les années 80, où les ouvrages de chacun étaient fièrement attachés à la colonne centrale de la pièce. C'est un lieu qui est mythique pour nous, magique en fait. Fait que si j'essaie une petite installation pour voir ce que ça donne, avec le crochet. Ouais, je suis correcte, j'ai décroché des deux bouts. Le fléché, c'est une technique traditionnelle, une façon de tresser avec les doigts des fils de couleur, et c'est bien plus qu'une ceinture. Je vais aller chercher de la longueur si je veux, il n'est pas très haut. Les artisans et artisanes créent des écharpes, des nœuds papillons, des porte-clés, et d'autres font des œuvres murales, des installations. On parle alors de fléché d'art. Quand on commence à flécher, l'image qu'on a, c'est les motifs traditionnels, puis c'est ça qu'on veut apprendre. Puis là, dès qu'on connaît ça, on veut essayer autre chose, on fait des trucs plus contemporains, mais au fond, tu te rends compte que ce qui est reconnaissable culturellement, c'est le motif traditionnel. Je vais faire une pièce un peu hors du commun. Les gens vont faire « Ah, c'est joli ce que tu portes », mais ils n'ont pas la référence que c'est du fléché. Si j'utilise des motifs traditionnels et des séquences de couleurs proches de la tradition, ah là, ça a un impact. Wow, c'est ça que les gens veulent, tu sais, parce que, bon, on le sait, flécher, ça prend beaucoup de temps. Alors, si on met une valeur monétaire à une pièce, ben il y a beaucoup de dollars qui s'additionnent conséquemment. Alors, la personne qui décide d'investir pour faire l'acquisition d'une pièce, elle veut que ça ressemble à un fléché, proche de l'image de ce qu'on connaît, tu sais. Alors, il y a de la créativité qui va s'exprimer dans les choix de couleurs. J'ai un de mes collègues qui a composé un ourdissage basé sur les coloris d'un oiseau. Alors, ça donne quelque chose d'absolument fantastique à l'œil parce que on se trouve à reproduire la nature, en fait, là, à travers une œuvre qui est fléchée puis qui a des motifs traditionnels d'un fléché puis qui ressemble à tout ce qu'on connaît d'un fléché. On est en dehors de la gamme, si on veut, de couleurs traditionnelles des motifs de l'Assomption, là, qui est un symbole identitaire très, très fort, en fait. Dans l'ancien temps, ils mettaient simplement un clou sur le plancher de bois. De nos jours, on se garde une petite gêne sur le plancher de bois franc de planter un clou. Alors, j'utilise un contenant. Bon, là, j'ai une ancienne bouilloire dans laquelle, qui est remplie de sable. Ça fait donc un poids solide pour s'attacher. Donc, le motif de l'Assomption, si on résume, là. Bien, cette appellation-là, elle a probablement pris naissance parce qu'il y avait un comptoir de traite très important. Donc, c'était le pôle de distribution d'où partaient les ceintures vers les routes de commerce, en fait. Et la Compagnie du Nord-Ouest et par la suite la Baie du Thon ont comme standardisé le motif qu'ils souhaitaient que les familles produisent et la séquence de couleurs qui vient avec. Alors, ça a créé une image très forte.
Puis cette séquence-là, elle est belle. Les gens la trouvaient belle en 1850. Les gens la trouvent belle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est des couleurs naturelles, ça a du punch, c'est une séquence qui a du caractère. C'est pour ça, dans le fond, que l'étiquette de ceinture de l'Assomption a pris naissance puis demeure encore aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de gens associent le motif l'Assomption avec l'éclair, parce que le plus souvent, c'est le motif de l'éclair que l'on retrouve. On peut retrouver aussi la flèche nette, qui donne un aspect un petit peu plus, je trouve, art déco, on va dire ça comme ça, mais qui peut aussi porter l'étiquette de ceinture de l'Assomption, même avec des flammes, lorsque l'on respecte la séquence de couleurs traditionnelles imposée par ces compagnies-là à l'époque. Le cœur et les bordures habituellement seront assortis. Alors, en partant du cœur, on a le rouge, les crus, le gros bleu, petit bleu, rouge, jaune, vert, rouge. Et là, si la ceinture, elle est plus large, bien, on ajoute des couleurs, on ajoute des corridors. On va toujours avoir comme 2 couleurs et un rouge, 2 couleurs et un rouge, pour quand même que sur l'impact visuel global, on ait cette espèce de mouvement de vague où là, le rouge va toujours ressortir. À la base du fléché, on trouve la fibre textile, le fil de laine. Marcelo Martin y accorde beaucoup de temps. Il travaille la fibre de la toison à l'ouvrage crocheté. Moi, je file tous les jours, au minimum 45 minutes, 3 fois par jour. Parce qu'en plus, le filage fait partie de mon quotidien pour ma santé. J'ai appris à tricoter avec mon arrière-grand-mère. Et je crochetais pour calmer mon TDAH. Le filage fait partie de ma vie depuis 2015, quand j'ai commencé à vouloir filer pour découvrir comment que les fils sont faits pour ma curiosité. J'ai vu qu'un fil est tordu vers la droite, vers la gauche. Il y a un motif. Et quand je commence quelque chose, je plonge dedans et je veux tout savoir. Et j'ai commencé à vouloir comprendre comment que les filages étaient faits et pourquoi que ça ne marche pas ici au Québec. Pourquoi qu'il n'existe plus. Ce patrimoine, c'est une fierté du Québec. Il faut aller chercher ça. Les filages, ce n'est pas juste une activité de s'asseoir devant un roulet et tordre la laine pour faire un fil. C'est tout un savoir-faire énorme qui va dès la tonte jusqu'au projet fini. Mais au fond, pour s'intéresser au filage, il faut avoir un certain contact avec le mouton. Pour guider son apprentissage, Marcelo, un Québécois d'origine brésilienne, a rencontré Nicole Blanchard et Patricia Horotin, 2 artisanes tondeuses et fileuses, ainsi que Pierre Charette, un passionné des fibres. Il m'a montré à filer, il m'a prêté les rouets, il m'a montré comment ça faisait, il m'a montré carder, et c'est comme ça qu'il a commencé. En 2017, j'ai fait un stage de filage avec Patricia et Nicole. On était une petite gang qui on a fait toute la semaine de relâche, de 8 h du matin jusqu'à 4 h l'après-midi, on filait ensemble. Puis c'est là que la passion est rentrée. Et en même temps, j'ai commencé à être malade. Et le filage est devenu un besoin pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, ça grandit, puis j'ai commencé à montrer du monde comment ce patrimoine vivant est très important pour notre quotidien, parce que en plus d'être un art, en plus d'être la base de tous les textiles, parce que sans fil, on ne peut pas tricoter, on ne peut pas faire du fléché, on ne peut pas faire du tissage, on ne peut rien faire. Et ce n'est pas juste un fil, ce sont des familles de fils. Et c'est ça que je peux démystifier. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir parler de la laine du Québec, des types de laine du Québec. Parce qu'il n'existe pas juste une laine. Il existe la laine primitive, il existe la laine fine, il existe la laine longue, il existe la laine type down. Il faut comprendre c'est quoi ce type de laine-là pour arrêter de dire que la laine du pays a le pic. La laine du pays a pic, mais la laine du Québec, si on sait la travailler, si on la connaît, de quel type elle vient, et si on sait travailler chacun des types de laine comme ça, on va voir qu'elle est douce, qu'elle est soyeuse, qu'elle est chaude et qu'elle a toujours un bon projet à la fin pour être faite avec. Moi, j'ai appris juste 2 choses, qu'il y avait de la laine peignée puis de la laine cardée. Mais là, les types, est-ce que c'est référence
à la façon de construire la fibre ou ça a référence à la bête, au mouton, en fait? C'est à la bête. C'est à la bête. C'est à la race du mouton. Donc, selon la race du mouton, on va classifier les types de laine qu'il va produire selon la longueur et selon sa finesse et selon les types des vagues d'ondulation que la laine va produire. Ah, oui, okay. Donc, selon ces types d'ondulation, la longueur et sa finesse, on va avoir des types de laine différentes. Donc, il va y avoir toujours d'opposition. La laine fine en opposition à la laine longue. La laine primitive en opposition à la laine d'aujourd'hui plus moderne. La laine primitive, parce qu'il va y avoir 2 types de poils dedans, tandis que la laine plus moderne va avoir juste un type de poil. Ah. Elle est triée avant le filage, c'est ça que ça veut dire? Non. Dans la bête. Ah, OK. Il va avoir un poil de garde, il va avoir un sous-poil qui est plus doux. OK. Tandis qu'il y a d'autres moutons qui vont avoir juste un poil, juste la laine fluffy douce, qui est plus ressemblant au poil au sous-poil. C'est celle-là que je veux, moi, la langue. Pourquoi donc? Parce que ça me sonne plus résistante, plus douce aussi, une fois filée. Et plus le fil est long, moins il va avoir de pic-pic. C'est complètement différent. On peut avoir des laines longues qui vont être douces, fines, soyeuses, lustreuses. Et on va avoir des laines longues qui ne sont pas tout à fait comme ça, pas tout à fait douces, mais super résistantes, super... Par exemple, j'adore ici, au Québec, en sortant de l'île de Montréal, une ferme avec qui je travaille, qui produit des moutons Shropshire, qui est une laine down. La down, la plus grande caractéristique d'elle, c'est qu'elle est résistante au feutrage, est douce et élastique. Et elle est plus courte. Mais si on mélange avec les Costwood, qui est une laine rêche, longue, et plus utilisée pour des carpettes, elle n'est pas très douce. Mais en mélangeant les Costwood à peu près 10% dans un mélange de 90% des Shropshire, on fait des laines à bas super résistantes qu'on n'a pas besoin d'utiliser du nylon dedans. Donc, on a 100% de fibres naturelles qui ne va pas trouver facilement. Moi, si je fais du fléché, je veux avoir une fibre qui... je la retors pour qu'elle ait une densité maximale. Donc, je veux de la densité, je veux de la résistance parce que dans le tressage, on va tirer beaucoup nos pièces. Mais je veux aussi une fibre que je vais pouvoir teindre. Donc, je ne sais pas s'il y a des variétés qui sont plus propices à capturer le pigment de couleur ou tout ça. Exactement. Il y a plusieurs races de moutons qui, la teinture, elle s'absorbe beaucoup plus facilement. Par exemple, les Dorset, qui c'est une race à viande ici au Québec, qui en a énormément d'animaux. On a les Cheviotes, qui est une autre race aussi, qui est énormément facile à trouver et qui absorbe la teinture très facilement, qui est moyenne, qui a quand même une certaine longueur. En plus, elle est polyvalente. On peut tout faire avec les Cheviotes. Elle est gonflante, elle est douce, elle est soyeuse, elle est mat, mais elle est chaude, elle est résistante. Il y a toutes les caractéristiques dont tu me parles, Hélène. C'est une superbe fibre. C'est vrai qu'elle est douce, hein? Et elle a des petits frisons. C'est voilà, bon. C'est du Cheviote filé. C'est tout cute. Teint en rose, avec du colorant alimentaire. Et ça, c'est en vert. Une autre caractéristique qu'on regarde, c'est une fois qu'elle est retordue, on ne veut pas qu'il y ait de la mousse. Oui, la mousse, c'est une autre affaire. Parce que là, c'est une question de préparation. J'ai une boîte ici à côté de moi qui prouve que faire du filage, c'est une question de probabilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme tu m'avais dit, je savais qu'il y avait de la laine peignée et cardée. Oui. C'est les 2 techniques historiques de filage. On fait du fil lissé quand on peigne de la laine, et on fait du fil poilu quand on carde de la laine. Dans le respect de la technique principale, on peut créer qu'est-ce qu'on veut. Et une fois qu'on a les préparations devant nous, on peut utiliser de la variation des techniques principales avec les couleurs, les longueurs des fibres, les 4 types de races de moutons dont je vous ai parlé,
en faisant des techniques de filage qui sont différentes selon les types d'étirement, selon les types, comment la torsion va rentrer dans les fils. Donc, si on utilise ces 3 variantes ou 5 variantes qu'on a à notre disposition de manière différente, on va augmenter la probabilité des résultats. Ah, moi, ça me donne le goût de faire des expériences, d'entendre ça. Parce que dans le fond, par exemple, l'intégration de la laine avec la soie, par exemple, ça peut se faire, donc, mettons, par après, je peux prendre une laine, une 4 brins, la séparer, prendre un 2 brins, rajouter un brin de soie. Exactement. Il va falloir que j'essaie ça, c'est la créativité. Exactement. Et c'est là que j'ai dit qu'il n'y a pas de police de filage. Je peux filer un brin de soie, un brin de laine. Je peux mélanger lors de mon cardage les 2 fibres ensemble. Aussi? Également. Ah oui. C'est ta créativité, c'est ton art. Et tu crées comme ça te convient. Mon père aussi m'a marié, guélon là je m'en vais rouler. Un incivil il m'a donné, je me roule. Guélon là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Un incivil il m'a donné, guélon là je m'en vais rouler. Qui n'a ni maille ni denier, je me roule. Guélon là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Les mélanges de textiles qui composent les vêtements que l'on porte comptent une très grande proportion de fibres synthétiques. Plusieurs tricotent l'acrylique, alors que d'autres ne veulent rien savoir. Personnellement, moi, je travaille tout type de fibres. Parce qu'en plus d'être votre narratrice du balado, je pratique la couture, le tricot, la dentelle au fuseau et le tissage. Je m'appelle Ariane Morissette et je m'implique au Cercle de fermières Château-Richer. Quelle place Hélène et Marcelo réservent-ils aux fibres synthétiques dans leur pratique? Moi, je ne l'ai jamais utilisé, le synthétique. Ça se voit, on en voit plein, là, des œuvres tressées avec des fibres synthétiques. Moi, je veux faire des pièces qui se rapprochent de la facture ancienne. Alors donc, je vais avoir une fibre qui est très dense, donc je la retors au rouet, je vais la passer à la vapeur. Alors, toutes des étapes que je sais que la laine va bien prendre. La synthétique, je ne sais pas comment il réagit. Je ne peux pas retordre une fibre synthétique puis fixer la torsion et tout ça. Donc, je ne vais pas utiliser ces pièces-là parce que si je fais une grande ceinture qui prend 300 heures, tu gars, j'aime autant prendre de la vraie laine, finalement. Donc, je vais choisir toujours une fibre qui est 100% laine. Mon rapport à la fibre synthétique, moi, je ne travaille que de la fibre naturelle parce qu'il y a la question environnementale aujourd'hui. J'habite dans un endroit qui est magnifique. Je fais la promotion de la laine du Québec. Et on n'a pas besoin du synthétique. Pour 2 motifs. La nature nous donne tout ce qu'il faut. Le synthétique est contaminant. Et d'autres choses, il ne comporte pas pareil. Si on mélange le naturel avec le synthétique, les polymères, les nylons, les polyamides, et tous les autres synthétiques, on a, comme Hélène a donné comme exemple, doit fixer la torsion. Donc, juste dans un mélange de nylon-laine, la chaleur va faire fondre un petit peu, que ça va déformer la laine lors de la fixation de la torsion, donc ça ne va pas donner le même résultat. Donc, il y a une transformation qui s'est faite lors de la fixation de la torsion, que ça change les résultats, ça ne donne pas les mêmes fils. Deuxièmement, on a des solutions, comme par exemple, j'ai mentionné tantôt, qu'on peut mélanger 2 types de laines différentes pour aller chercher une durabilité, une résistance, et qui des fois est même meilleure que le synthétique pour nous donner. Le rapport du synthétique dans l'industrie est que les synthétiques, en plus d'être un substitut, ils coûtent moins cher. Donc, c'est une question plus commercial qu'environnemental. Donc, si on regarde plus de l'environnemental, ça coûte un peu plus cher, oui, mais ça donne plus de bénéfices pour nous à moyen long terme. Aujourd'hui, nos agriculteurs, ils sont payés 28 sous de la livre pour leur laine ici au Québec pour être vendus à l'extérieur. Ils produisent au mouton 5 livres de laine par année. Ils payent 4 $ par mouton pour se faire tondre. Donc, leur laine ne paye pas la tonte. Mais non. C'est un manque de respect. Ça ne vaut pas.
la peine pour eux de travailler la laine ici au Québec. Donc, il y a tout un changement de culture, un changement de vision qui doit être fait et beaucoup de travail à faire. Parce que ça fait des décennies que cette expertise se perd. Et une autre chose, il y a une différence très grande entre nous, ici au Québec, et les anglophones, qui a perdu la ruralité. Par exemple, on voyage là-bas, il y a des marchés publics chaque fin de semaine dans des villages anglophones. Même ici au Québec, il y a des groupes 4H pour apprendre les enfants comment élever des animaux. Il y a des compétitions de lapins, il y a des mini-marchés fermiers chaque fin de semaine pendant tout l'été. Ça n'existe pas partout ici dans le milieu francophone. Ça ne fait pas partie de notre culture. Rescater ça, faire revivre ça, une chose que ça ne fait pas partie de nous, c'est encore plus difficile de revivre. Mais c'est pas impossible. Et moi, je me rends compte que c'est tellement tout un monde, là. Toute la somme de connaissances que ça prend pour faire du bon travail. Arriver à faire un chef-d'œuvre, mettons, là. Tu sais, si je voulais faire un chef-d'œuvre en fléché, là, à partir du mouton, oh my God! Pour un artisan fileur ou flécheur, est-ce possible de vivre de sa pratique? J'ai mes filets mains que je vends sur ma page Facebook et sur ma page Etsy. Et j'ai mes designs que je vends également. J'ai des consultations textiles. J'ai des gens qui viennent me commander des pièces uniques pour, des fois, des fils spécialisés. Et j'ai des fermes ou d'autres personnes qui font leurs propres fils, qui me demandent de designer en fil. Donc, oui, c'est possible. Est-ce que je peux vivre de ça? Non. Malheureusement pas. Mais c'est un plaisir quand même et c'est un travail spécialisé et ça garde quand même cet art vivant. Ça me permet de partager cette passion et ça permet de me garder en santé. Le filage, pour moi, c'est mon outil d'alimenter mon bonheur quotidien. Il y a beaucoup de parallèles, en fait, dans ces deux pratiques-là, parce que le fléché aussi, c'est une activité qu'on pratique parce qu'elle nous fait du bien. Quand je suis en train de flécher, mes yeux doivent être sur mes doigts. Forcément, ça nous place dans l'instant présent. C'est très zen, c'est relaxant. Alors, on le fait parce qu'on aime ça. Cet art qui fait du bien rejoint en quelque sorte les visées de l'art-thérapie. L'expression artistique s'ancre alors dans un contexte de relation d'aide. Marie-Ève Laflamme, art-thérapeute, nous en parle. À la base, l'art-thérapie, c'est une pratique beaucoup plus connue, installée en Angleterre, dans les milieux anglophones à Montréal. D'ailleurs, moi, ma maîtrise, je l'ai faite à l'Université Concordia. C'est encore très peu connu, même s'il y a un grand engouement. Avec justement la pleine conscience, des démarches alternatives qui appellent, invitent une vision plus holistique aussi. N'empêche que au départ, on peut vraiment naviguer sur un continuum entre qu'est-ce que art as therapy, comme créer comme étant quelque chose de thérapeutique en soi. Et c'est pas parce que on dessine chez soi ou qu'on fait du coloriage qu'on fait de l'art-thérapie pour autant. En fait, on fait de l'art-thérapie quand on est accompagné par un art-thérapeute qui facilite cet espace-là de créativité. Le but, c'est pas de guérir. Le but, je pense que c'est à la base de prendre soin. L'art-thérapie est une courroie ou un lien tiers qui permet cette prise de contact pour que la personne ou l'enfant, l'être humain, à la base, ce premier lien-là le fasse avec lui-même et son monde intérieur, qui va se matérialiser à travers le geste, à travers la matière. C'est à travers ce lien-là, en fait, qu'on peut connecter de manière non invasive aussi. Parce que à travers, par exemple, la thérapie verbale, on va nommer qu'est-ce qui va pas. Mais à travers l'expression artistique, c'est comme au stade pré-verbal, en fait, que la personne, si je fais bien mon travail, va se dégager de ses inhibitions, de sa censure, et puis va laisser un geste plus indompté sortir.
En poursuivant, en fait, puis en devenant art-thérapeute, j'ai fait le MBSR, qui est le Mindfulness Stress Reduction, Based Stress Reduction, donc la réduction du stress par la pleine conscience. Et ça passe, en fait, par la respiration et la pratique d'être dans le moment présent, d'être dans son corps. Donc, en premier lieu, quand on commence une session en art-thérapie avec moi, je vais amener la personne que j'accompagne à simplement fermer ses yeux, prendre contact avec sa respiration. Parce qu'à partir du moment où est-ce que la visualisation est faite, la personne, là, est connectée à elle, à son souffle, à sa présence, et ça devient presque une méditation en mouvement. Où est-ce que souvent, je vais dire à mes participants, que ce soit en groupe ou en individuel, t'as pas besoin de faire quelque chose de beau, t'as juste besoin de faire quelque chose de vrai. Marie-Ève Laflamme parle des bienfaits des rituels créatifs au quotidien. C'est presque comme un acte de... On entend beaucoup ça, là, c'est bien à la mode, le self-care, prendre soin de soi. Puis là, tu sais, c'est comment? Je vais me faire un bain, puis je vais prendre soin de moi en prenant mon bain avec des chandelles. Mais tu sais, c'est d'amener la présence à soi dans un acte, dans une action qui nous fait du bien ou qu'on aime. Donc, l'action créative, de créer, de filer, de tisser, ça nous amène dans un espace souvent élastique. Hein? Le rapport au temps se transforme, s'étire. On n'est plus dans un espace de linéarité, mais on peut disparaître un peu à travers le geste répétitif. Ça nous amène dans un espace méditatif. Je pense que ça peut même nous amener dans un état modifié de conscience, tu sais, qui est un espace très apaisant. Qu'un vieux bâton de verre pommier, il est long là je m'en vais rouler, avec quoi m'en bas les côtés. Je me roule, qu'il est long là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Avec quoi m'en bas les côtés, il est long là je m'en vais rouler, si vous me battez je m'en irai, je me roule, qu'il est long là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Si vous me battez, je m'en irai, il est long là je m'en vais rouler, je m'en irai au bois jouer, je me roule, qu'il est long là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. De faire du fléché, ça nous place dans un état d'esprit qui est bon pour nous, qui est bon pour notre santé mentale. Puis je pense qu'il faut rester dans ça le plus longtemps possible. Puis oui, au terme de ça, il y a des pièces qui sortent et puis ben c'est tant mieux. Mais on n'a pas couru après le temps pour y arriver. Le seul moment où je me souviens d'avoir fait ça, c'est quand il y a eu le concours de la trad en 2014, où là, on avait... je savais que j'avais 10 mois devant moi pour fabriquer une grande ceinture. C'était ma première grande ceinture. Alors, une grande ceinture, c'est la partie tressée a 2 fois le tour de taille, plus des grandes franges. J'avais 10 mois devant moi, mais là, tu te dis, ben ça va bien aller. Attends une minute, 10 mois devant moi. Oui, mais c'est 300 heures. Il y a 30 jours dans le mois. Ça fait toujours 1 heure par jour. Ça, c'est une affaire de rien, 1 heure par jour. Oui, mais 1 heure par jour, chaque jour, pendant 10 mois, c'est beaucoup, ça. Alors, à chaque fin de semaine, je me disais, oh mon Dieu, cette semaine, il me manque 1 heure et quart, là. Il me manque 2 heures cette semaine. Il faut que je rattrape. Alors, le temps est mon ami, mais le temps est mon ennemi. Quand je travaille avec les textiles, c'est mon moment à moi. Quand j'ai eu mon accident, c'était thérapeutique aussi pour la mobilité de mes jambes, pour la mobilité fine de mes mains. Et ça rentrait comme un exercice. J'utilise l'auto-hypnose pour contrôler la douleur chronique également. Et en filage, c'est le meilleur moment pour rentrer en auto-hypnose. On dit que les rouets, ils chantent, surtout les rouets anciens. J'en ai 7 rouets chez nous. Des fois, j'ai le privilège de choisir avec qui que je veux filer, comme dit mon amie Maryse, avec qui que je veux rouetter.
Un projet n'attend pas l'autre et les possibilités sont grandes. Moi, par exemple, j'ai toujours plusieurs morceaux en cours. Des mitaines, des tucs, des bas pour tricoter dans l'auto, sans compter la panoplie de chandails qui attendent près de ma machine à coudre. Celle-ci qui est en cours depuis déjà quelques années parce que elle va nécessiter environ 500 heures de travail. Alors, j'y vais, on dirait, par séquence. Si je peux travailler dessus pendant 5-6 mois, puis après, je la laisse dormir un petit peu, je la ressors. Donc, celle-là, bien évidemment, c'est des belles couleurs naturelles. En termes de motifs, c'est un motif qu'on appelle l'acadienne, c'est-à-dire si on prenait 2 ceintures de l'Assomption côte à côte, ça donnerait ceci. Alors, donc, on a comme 3 cœurs. Hein? Il y a un cœur central, puis il y a les 2 cœurs de ce qui pourrait être une ceinture de l'Assomption. Bien, elle est très large. La fibre, elle est quand même très fine. Si on regarde un petit peu ici au bout, là, on voit... Une fois retordue, là, ça ressemble plus à du fil qu'à de la laine. Même des fois, les gens regardent ça et disent « Est-ce que c'est du coton? » Mais non, c'est de la laine. Mais elle a été retordue et passée à la vapeur. Puis dans cette pièce-là, ben, j'ai 454 fils. Donc, quand on fait un rang, c'est un fil en haut, un fil en bas, 454 fois. Hein? Donc, c'est évidemment, les heures s'additionnent. Mais c'est pas grave, j'ai pas de deadline pour la finir. Alors, si ça prend 5 ans, 6 ans, c'est pas grave. Et puis, j'ai apporté ma petite pièce de démonstration. En fait, celle-ci, c'est une pièce dont la fibre n'a pas été retravaillée. C'est une laine cardée achetée du commerce. C'est la laine que je propose à mes élèves de 2e niveau pour faire leur première grande écharpe. Ça, c'est l'écharpe sans tracas dans le sens de on peut aller jouer dehors avec, fêter notre hiver, en fait, je dirais ça comme ça. J'ai apporté un fil ici. C'est mon dernier projet qui s'en vient, qui s'appelle Jeu de cartes. Je prends la toison et la toison est à ce sens-là. Donc, je carde, je file à partir d'une intention et que ça va être un châle carré dans un format d'une carte, de jeu de cartes, parce qu'il y a une histoire qui vient avec. La teinture, les jeux de couleurs, le match de couleurs entre eux, ça va faire un dégradé, une autre rayure avec la dentelle autour. Il y a tout un sens et qui viennent. Ça, c'est les filages dans les sens larges qui viennent de la tonte au châle terminé à la fin. Et ça, les temps ne contrôle pas. C'est les projets qui contrôlent les temps. Donc, ça, c'est un autre fil que j'ai fait avec des techniques de mélange de couleurs. C'est le mélange inversé, ça fait l'arc-en-ciel pour le Gay Pride de 2019 que j'ai fait ces fils-là. Ça, c'est un fil que j'ai filé de mes chèvres Angora, c'est mohair, que je me suis inspiré en regardant dans ma fenêtre la rivière qui est devant chez moi. Donc, c'est l'eau de la rivière, wow, avec la lumière de l'après-midi. Fait que ta conception de couleur, là, tu la dessines avant même, sur ton fil, finalement? Sur mon fil. Ouch. Avant même de filer, je teins, j'ai fait mon mélange de couleurs avec des croulailles que je garde, des ondins. Et après ça, je file en séquence. Et après ça, je fais le retors pour que le retors, ça marche comme je veux pour faire cette combinaison de couleurs-là. Mm-hmm. Moi, je suis plus en démarche on veut expérimenter une nouvelle couleur naturelle qui est une résistance à la lumière. Ça, c'est vraiment là, donc on va aller chercher des composants qui sont grand teint parce qu'on veut une solidité à la lumière. On lave pas ça, une ceinture fléchée. Puis quand on teint, bien, c'est un gros exercice quand même. C'est physique, hein? La teinture, oui, c'est aussi un bon exercice. Alors, on teint une batch de laine, on a un lot de laine, donc on se retrouve avec des lots de différentes couleurs. Après, là, on va créer un projet avec l'inventaire qu'on s'est créé, tu sais. Mais l'idée, elle n'est pas déjà fixée au moment où on procède à la mise en couleur. Je m'en irai au bois jouer, et long là je m'en vais rouler, au jeu de cartes aussi, de dés je me roule, et long là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille, et long là je m'en vais rouler, en filant ma quenouille.
C'est la motivation de l'artisan qui fait avancer. Bon, moi, je dis le fléché, c'est un loisir qui s'autofinance, tu sais, finalement, parce que on le fait parce qu'on aime ça, on le fait parce que ça nous fait du bien, on le fait parce que ça a une signification aussi pour nous, parce que quand on commence à découvrir cet objet-là, ben après, on s'intéresse à son histoire, d'où ça vient, comment on fait ça, puis là, écoute, il y a plusieurs horizons qui s'ouvrent, différents intérêts qui s'offrent à nous. C'est ça qui maintient notre motivation. Puis aussi le contact avec les autres personnes qui pratiquent cette même activité-là. Parce que moi, si ça me prend 100, 200, 300 heures à faire une pièce, ben je trouve ça le fun d'en voir d'autres autour de moi, puis de m'informer. « Ah, t'es rendu où? Ah, puis ta pièce, tu finis finalement celle que tu avais commencée l'année passée quand on s'est vu. » Les gens qui s'intéressent aux arts ou qui sont proches des milieux trad vont soit économiser pour en acquérir une, ou bien ils vont prendre un cours et ils vont le faire eux-mêmes. Hein. C'est toujours ça, la porte de sortie. Si tu en veux une, ben viens apprendre à le faire et puis tu vas l'avoir, ta pièce. Hélène et Marcelo ont chacun leur approche pédagogique. J'utilise beaucoup l'imitation, la démonstration. Et c'est la pratique. Parce que les filages, sans la pratique, je dis toujours, ce qui fait le filard, c'est pas le temps de filage, mais le kilométrage de ces fils. Et je dis toujours, il faut essayer pas avec la pire fibre que tu as, il faut toujours sortir la meilleure fibre que tu as. Découvrir une race de moutons différente, c'est sentir comment la texture de cette race de moutons, elle est entre les doigts lors du tirement de la fibre. Moi, je dirais que c'est mon héritage de maître à apprenti qui me guide dans ma tâche d'enseignante parce que, bon, j'ai appris de Marie-Berthe Guibault-Lanois et avant elle, de Pierre Bélanger, qui avaient tous deux un bagage en enseignement. Et donc, j'ai appris à travers un programme qui était structuré pour que on puisse expérimenter les niveaux de difficulté de façon graduelle. L'apprentissage du fléché, moi, je trouve ça requiert beaucoup la présence de quelqu'un qui va te guider dans ta manière de travailler. Parce que pour faire du bon travail, ça dépend... Oui, il faut que ton cerveau connaisse où vont voyager les fils. Il faut que ton cerveau connaisse ça. C'est un aspect de l'apprentissage, mais tu vas faire du bon travail selon aussi ta manière de t'installer, selon ta posture. Et après, ben là, c'est la pratique qui vient embarquer. Alors, parce que pour faire un travail fin, pour faire un beau travail de qualité, ça prend de la constance. Donc, la répétition du geste, toujours de la même façon, avec la même tension. Là, tu vas faire de la bonne job. Ça, c'est difficile à écrire dans un livre. Hein? Oh oui, ça, c'est puis, bon, même en vidéo, des fois, c'est pas comme de toucher puis dire « Ah, là, non. » donne un peu de tension ou « Ah, ça, c'est trop tendu. » Tu sais, bouge ta chaise un peu, parce que souvent, quand on apprend, on a des petites pièces où on s'attache après notre chaise. Alors, c'est en déplaçant notre chaise un peu vers l'avant, vers l'arrière qu'on va établir la tension nécessaire pour travailler. Alors, c'est tout cet accompagnement-là, dans le fond, qui vient compléter l'explication de « Oui, je l'ai compris, le motif, comment on le fait, là, on change de trame au 9e fil, puis les suivants, c'est pareil, là, tu sais. » Pour le fléché comme pour le filage de la laine, il y a un esprit de communauté. Ceux et celles qui pratiquent le fléché sont fiers de faire rayonner le savoir-faire et de le faire perdurer. On entend ça, ceinture fléchée, pour le commun des mortels, là. Puis ça a beau faire partie intrinsèquement de notre culture, on connaît pas ça tant que ça, finalement. C'est ça qu'on se rend compte aussi. Puis je m'inclus là-dedans, moi, la première, parce que le jour où je me suis inscrite pour apprendre à flécher, puis que je suis arrivée au premier cours, je ne savais même pas, moi, qu'il y avait une différence entre une ceinture fléchée au doigt d'une ceinture tissée au métier. J'avais aucune notion de ça. Moi, je voulais avoir une belle écharpe, c'était tout. Là, c'était ça, ma motivation. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de démystifier cette technique-là, ses particularités, le fait qu'elle vienne de chez nous, et puis une fois qu'on la connaît, ben mon Dieu, on en est fiers. On peut pas faire autrement, tu sais.
Le balado Culture Trad Québec est une production du Conseil québécois du patrimoine vivant. Producteur exécutif Antoine Gauthier, réalisation Claire Dumoulin, prise de son Guillaume Côté, montage Claire Dumoulin, post-production Tram, aide à la recherche équipe du CQPV. Merci à Hélène Blouin, flécheuse, et Marcelo Martin, artisan fileur, pour l'entrevue. Musique par Élisabeth Moquin, avec au violon sa composition « Le cotillon des 4 bourgeois ». Chanson traditionnelle « Enfilant ma quenouille » interprétée par Myriane Cardin-Houle. Merci à Marie-Ève Laflamme, art-thérapeute, pour sa participation. Merci à Marie Méthode, artisane textile, pour avoir fait chanter le rouet. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.